Éducation. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes consacrées à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. Le sommaire de cette nouvelle émission, gros plan. Aujourd'hui, dans le Mag sur l'hypersensibilité, de plus en plus d'enfants vivent avec cette intensité émotionnelle. Mais de quoi parle-t-on vraiment? Élément de réponse avec notre invité. Dans un instant, comment faire de cette hypersensibilité un atout, voire une force même. Comment cultiver cette singularité et s'ouvrir, pourquoi pas, des opportunités là aussi. On vous répond. Comme d'habitude, dans le mag, il y a une loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Et je vous parle d'un sportif de haut niveau qui prouve qu'être athlète et hypersensible, c'est possible. On voit ça dans une quinzaine de minutes. On y va. Et je vous présente notre invité via Skype, Bénédicte Vassar. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous, Bénédicte, pour cette demi-heure consacrée à l'hypersensibilité. Vous êtes psychologue, conférencière, vous êtes coach, vous êtes auteur d'un livre très intéressant, Mon hypersensibilité, une force insoupçonnée. C'est aux éditions Vubert. Et je précise aussi que vous avez un podcast qui s'appelle Passage insolite. Passage insolite, et c'est retrouvé bien évidemment sur toutes les plateformes. Dans ce podcast, vous êtes aussi spécialisé sur l'hypersensibilité. Pourquoi ? Alors le podcast il est plus général, mais il y a tout un tas d'épisodes sur l'hypersensibilité. En fait, l'hypersensibilité, je le suis. Je l'ai découvert relativement tard d'ailleurs, c'est un comble pour un psychologue, mais on pourra y revenir. C'est pas si un hasard que ça. Et je pense que dans ma communauté, j'ai attiré énormément d'hypersensibles parce qu'on s'attire, on se ressemble et on se sent compris. Et naturellement, je me suis réorientée et j'ai accentué toutes les informations et les contenus sur l'hypersensibilité. On s'attire, on se ressemble et on se sent compris. Vous dites que vous avez découvert cette hypersensibilité sur le tard. Vous l'avez découvert à quel âge? Et puis après, bien sûr, on va revenir sur ce qu'est l'hypersensibilité pour vous. Je l'ai découvert à la quarantaine, en fait. C'est un ami que je venais de rencontrer et on discutait de sujets un peu délicats dans nos vies. Et il me dit, mais ta façon de réagir, tu devrais lire tel livre qui est un livre dont j'ai d'ailleurs oublié le titre, c'est moche. Mais et effectivement, on avait une description de l'hypersensibilité et j'ai dit, c'est exactement moi. Et à partir de là, la psychologue que je suis est allée rechercher toute l'information sur ce trait de personnalité, parce que c'est pas une pathologie, c'est pas un problème, c'est un trait de personnalité. Et au fur et à mesure, j'ai tiré la pelote et plus on en apprend, plus on comprend et plus on peut aussi s'apaiser. Et vous avez aussi, du coup, peut-être encore un peu plus compris vos choix de carrière? Mes choix de carrière, ou en tout cas les choix que j'ai refaits après, plus en conscience, oui, ça c'est certain. Et surtout, ça va éclairer énormément de choses sur mon parcours, sur en tout cas le choix de mes études aussi, évidemment. La connaissance de l'humain, je pense que c'était assez fondamental pour moi. Donc oui, après on relit sa vie en disant, ah oui, telle décision, je l'ai prise aussi à cause de ça et grâce à ça. Et puis il y en a d'autres, je les ai laissés passer. Peut-être que si j'avais eu cette conscience, j'aurais fait un choix autre. Vous l'avez découvert sur le tard, cette hypersensibilité, mais est-ce qu'on la sent au final depuis tout petit? Oui, on la sent depuis tout petit, indéniablement. On la sent en soi, et puis aussi très vite, les autres, la société, la famille, l'école, etc., nous renvoient une image où un miroir fait miroir, et on se sent un peu différent, un peu à la marge. Donc ça peut être une difficulté, surtout quand on est petit, parce qu'on n'a pas les clés pour comprendre. Et justement, Bénédicte, comment est-ce que ça se traduit exactement? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est hypersensible? Alors, l'hypersensibilité, la majorité des gens la connaissent via l'hypersensibilité émotionnelle. Donc, on va dire une personne qui est à fleur de peau, qui est très empathique, qui va avoir besoin d'exprimer ses émotions, qui peut pleurer très facilement, mais aussi rire très facilement, donc passer aussi du rire aux larmes facilement. Mais elle s'axe aussi sur deux autres axes, qui est la sensibilité sensitive, sensorielle, liée à nos sens, donc le goût, l'odorat, le toucher, la perception de la chaleur, du froid, etc., auquel on peut être plus sensible que la moyenne. Et puis la dernière façon dont l'hypersensibilité peut s'exprimer, c'est au niveau cognitif, donc au niveau de nos pensées. On va beaucoup on a une pensée qu'on appelle un peu en arborescence, on fait des liens avec beaucoup de choses, il y a beaucoup d'intuition également.
et ça peut aussi entraîner un peu des ruminations. Vous avez dit effectivement, Bénédicte, que vous l'avez découvert vous, à la quarantaine, et pourtant vous aviez déjà une certaine connaissance, une certaine expérience, un lourd bagage, j'imagine, effectivement, parce que vous êtes psychologue, mais comme on dit, c'est souvent les cordonniers peut-être les plus mal chaussés. Ouais. Je ne sais pas si ça vient de là, enfin ça vient de là ou pas, à votre avis? Je pense qu'il y a une partie de là, et en même temps, il faut savoir que l'hypersensibilité, c'est un sujet qui est très récent en études en termes de psychologie, puisque ça date des années 90. Et moi, j'ai fait mes études fin des années 90, début 2000, donc clairement, c'était pas quelque chose qui était au programme, etc. Donc effectivement, j'aurais pu à un moment m'y pencher, mais je suis passée un peu en dehors des radars pour moi-même. Et c'était pas complètement hasard, c'est vraiment un trait de personnalité qui est décrit et étudié depuis les années, de façon au niveau de la psychologie depuis les années 90, sachant que si on recherche dans la littérature, on parle de sensibilité depuis l'Antiquité, à la Renaissance et à plein d'autres moments, mais d'un point de vue purement psychologique, c'est un axe de recherche qui est très très récent. Et d'un point de vue purement psychologique, est-ce qu'on arrive à avoir des chiffres? Est-ce qu'il y a des études qui nous disent que par classe, combien il y a éventuellement d'enfants qui sont hypersensibles sur une cadre de 24, 25? Je ne sais pas, mais en tout cas, la population générale, on va dire que les gens ne sont pas complètement d'accord, on va dire entre 15 et 30%, on peut dire entre 20 et 25% de personnes qui sont hypersensibles. Donc on a forcément dans les classes des enfants hypersensibles ou qui sont en train de le devenir, parce qu'il y a une part génétique, mais il y a aussi une part de développement. Et puis dans notre entourage, on a aussi des hypersensibles. Et sachant qu'il y a une part de génétique, des parents hypersensibles ont des chances d'avoir des enfants eux-mêmes hypersensibles. Et Bénédicte, selon vous, pourquoi mettons autant de temps à reconnaître l'hypersensibilité dans notre société ? Alors déjà parce que c'est effectivement un trait de personnalité qui n'est pas étudié depuis très longtemps. Ensuite parce que c'est pas un trouble, c'est pas comme par exemple les TDA peuvent être des troubles, etc. C'est pas une pathologie, c'est pas une difficulté. Donc c'est peut-être pas quelque chose qu'on juge prioritaire à détecter aujourd'hui puisqu'il n'y a pas de prise en charge, que ce soit médicamenteuse, etc. On peut avoir des prises en charge autres, mais ça rentre hors du cadre de la psychiatrie, on va dire. Donc je pense que c'est quelque chose qui est encore mal connu et qui effectivement, comme n'est pas considéré comme une difficulté majeure du développement de la personnalité de l'enfant, c'est pas quelque chose qu'on va essayer de détecter en premier. On va chercher plutôt les TDA, on va chercher le haut potentiel, mais la partie hypersensibilité, on lui fait un peu moins de place. Et puis, comme on s'attache aussi beaucoup à la partie émotionnelle pour l'hypersensibilité, même si l'école fait beaucoup de progrès pour laisser de la place aux émotions dans les écoles, aujourd'hui, l'école est faite pour plutôt toute la partie cognitive, l'apprentissage, et donc il y a un peu moins de place pour les émotions, donc on juge peut-être pas que c'est prioritaire non plus à ce niveau-là, à tort. Et quand on est hypersensible, que répondre à quelqu'un qui nous dit qu'on s'écoute trop ? Ouais, ça c'est vraiment les phrases qu'on entend beaucoup. Tu prends trop à cœur, t'es trop sensible, passe à autre chose, etc. L'idée, c'est déjà de connaître son fonctionnement, avoir identifié qu'on est sensible et puis pouvoir expliquer à l'autre que même si lui, ça ne touche pas de la même manière, c'est pas aussi simple. Il n'y a pas un bouton on-off. Je prends trop les choses à cœur, du coup, paf, je mets le bouton off. Non, ça marche pas. C'est vraiment notre structure de personnalité, mais aussi notre fonctionnement cognitif, donc notre fonctionnement cérébral, qui est différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les études prouvent que les hypersensibles ont le même cerveau que les normosensibles. J'aime pas trop ce terme de normalité, mais on va l'appeler comme ça. Le cerveau ne fonctionne pas de la même manière. Il traite plus d'informations, plus rapidement et de façon plus profonde. Ce qui veut dire qu'effectivement, la personne a des ressentis qui sont corrélés à ce qui se passe dans leur cerveau. Donc c'est un peu aussi faire de la pédagogie. Alors pour un enfant, c'est compliqué, mais plus on va lui expliquer les choses simplement, et plus on peut aussi expliquer à l'équipe éducative qu'il y a des différences de fonctionnement, qui ne sont pas pathologiques, mais qui sont quand même existantes, plus en fait on va pouvoir, au fur et à mesure, faire comprendre aux autres que le ressenti de la personne n'est pas invalide en fait. Et c'est ça qui est très difficile pour les hypersensibles, c'est que la plupart du temps, on invalide leur ressenti. C'est compliqué, même si vous avez parlé d'intuition tout à l'heure. Si on a une intuition, on a le sentiment qu'il y a un enfant dans son entourage qui est justement hypersensible, même si encore une fois, à 3, 4, 6,
7 ans, j'imagine que c'est peut-être compliqué à déceler, mais justement, quel est le processus? Est-ce qu'il y a des méthodes, des certaines valises utilisées par les psychologues pour justement identifier cette ultra-hypersensibilité? Aujourd'hui, il y a peu d'outils, hein, très clairement. C'est vrai qu'il y a peu d'outils. Il y a un outil qui a été créé par la personne qui a commencé à vraiment travailler sur l'hypersensibilité, qui est Hélène Aron, mais c'est un outil plutôt développé pour les adultes. Il y a quelques adaptations pour les enfants, mais c'est un outil, c'est un questionnaire, donc c'est quelque part, c'est un autodiagnostic. Donc après, c'est plutôt dans l'échange avec un psychologue ou des professionnels de santé, s'ils sont aguerris à l'hypersensibilité, que dans la description de certains comportements, de certaines réactions, de certaines difficultés auxquelles peuvent faire face les enfants, qu'on va pouvoir s'approcher de ce diagnostic qui n'en est pas un finalement, puisque comme c'est pas une pathologie, c'est vraiment on a détecté cette composante de la personnalité, comme peut l'être par exemple la timidité. Vous avez parlé de cette émotion, de cette intensité émotionnelle. Les deux autres axes, vous parliez aussi notamment du goût, l'odorat, du toucher. Il y a aussi la partie intuition. Qu'est-ce que l'on développe peut-être quand on est hypersensible, quand on est tout petit? Alors, c'est vraiment lié au traitement de l'information. Dans notre cerveau, finalement, traite énormément d'informations et il y en a très peu qui remontent à la conscience. Le cerveau hypersensible traitant encore plus d'informations et le traitant de façon plus profonde, très clairement, en fait, l'intuition, c'est aussi ça. C'est en gros le cerveau qui a perçu, capté des informations et qui, en fait, les fait remonter d'une façon un peu détournée à la conscience. Je schématise très, très volontairement, mais finalement, c'est ça l'intuition. Et donc, les enfants comme les adultes hypersensibles peuvent avoir cette intuition et c'est quelque chose qui peut paraître souvent étrange et notamment quand on est en lien enfant-adulte, l'adulte ne va pas comprendre puisqu'il ne va pas suivre le raisonnement de l'enfant puisque tout ça se passe de façon inconsciente ou en tout cas en arrière-plan dans sa tête. Donc c'est vrai que des fois ça peut amener à des incompréhensions où l'adulte peut dire en fait tu savais déjà ou t'as triché ou etc. Alors qu'en fait non, l'enfant a juste perçu plus d'infos, il les a traitées et il arrive à un résultat qui est souvent le résultat juste, mais sans avoir pris le même chemin que les autres. Et quand on est parent, est-ce qu'il y a des erreurs à éviter? Est-ce qu'il faut plus les protéger d'un environnement, par exemple, qui pourrait les exposer? Ou est-ce qu'au contraire, il faut déconstruire ça avec eux petit à petit? Alors, déconstruire, je ne sais pas. En tout cas, les protéger non plus, pas spécialement, parce que malgré tout, ils vont vivre dans un monde qui est tel qu'il est. Donc, il faut aussi qu'ils apprennent à faire avec, entre guillemets. Mais c'est peut-être aussi leur montrer tous les bons côtés, en fait, de ce trait de personnalité. Parce que, dans un premier temps, l'enfant et même l'adulte qui l'accompagne va percevoir les difficultés qui se rattachent à ça. C'est-à-dire beaucoup d'émotions, peut-être une capacité à la frustration un peu plus difficile, et puis également des réactions qu'il a peut-être du mal à contrôler, et puis aussi une incompréhension de la part des autres. C'est-à-dire peut-être des jugements, des moqueries, etc. Donc pour moi, l'idée, c'est à un moment de préserver, entre guillemets, en expliquant à l'enfant que certes, il ressent plus, mais au lieu de lui dire qu'il ressent trop, c'est de lui dire qu'il ressent plus et non pas trop, et que c'est pas un problème, mais que effectivement ça peut l'amener à avoir des incompréhensions avec les autres, à se sentir peut-être parfois jugé, mais que en fait sa vision des choses, elle n'est pas plus juste ni plus fausse que celle des autres. Et puis dans un second temps, c'est l'amener à percevoir tout le côté positif de s'il a une hypersensibilité sensorielle, il va ressentir très rapidement un parfum, il va pouvoir profiter de certains goûts plus forts que d'autres enfants. Cette intuition, c'est chouette aussi. Et puis, malgré tout, ressentir les émotions, c'est chouette aussi parce que c'est des enfants qui peuvent énormément s'émerveiller, c'est des enfants qui peuvent développer des talents aussi artistiques, etc. Donc, il y a énormément de choses aussi à faire avec leur sensibilité. Donc, moi, ce que je conseille, c'est plutôt de les amener sur des activités dans lesquelles ils vont pouvoir l'exploiter et dans lesquelles ils vont se rendre compte que c'est aussi quelque chose qui leur amène beaucoup dans leur vie. Est-ce que l'hypersensibilité et la scolarité, ça fait bon ménage?
Moi, je dirais que toutes les différences, qu'elles soient hypersensibilité, haut potentiel, les dys, les TDA, c'est quand même compliqué puisque on est dans un groupe qui fonctionne dans la norme et quand on est un peu hors de la norme, ça peut générer des difficultés. Maintenant, l'hypersensibilité est pas un frein, pas un frein et pas une difficulté majeure à l'apprentissage et à l'école. Après, je pense que c'est toujours bien, quand on peut, c'est d'en échanger avec les enseignants, avec les équipes éducatives, sans non plus en faire quelque chose sur lequel il faut se focaliser à 100%. C'est un trait de la personnalité et il ne faut pas oublier que l'enfant, il en a plein d'autres. Et donc, l'hypersensibilité, c'est une part de cette personnalité. Et il peut en développer et il doit en développer aussi beaucoup d'autres. Donc, ça ne fait pas un mauvais ménage, mais il y a peut-être des petits ajustements à trouver, je dirais. Et c'est pour ça que c'est bien de le savoir. Merci beaucoup Bénédicte, vous restez avec nous. Bénédicte Vassart, psychologue, conférencière, auteur de Mon hypersensibilité, une force insoupçonnée, aux éditions Vubert, un guide qui est très intéressant. On va continuer à en parler juste après la loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Et la loupe d'Alix, tu sais, c'est vrai que souvent, j'oublie de tourner la page. Ça arrive souvent, Alix. Je ne sais pas pourquoi. Je suis là, je suis confiant et tout, c'est la tradition. Et je me dis, zut, j'ai pas tourné la page. On s'arrête sur un joueur. Un joueur qui incarne un changement de regard sur le haut niveau. Et il s'appelle, c'est du tennis, Hugo Humbert. Oui, numéro 1 français, visage du tennis tricolore. Mais surtout, hypersensible, assumé. Une hypersensibilité longtemps perçue comme un frein dans sa carrière et qui s'est révélée avec le temps être sa plus grande force. Dans les années qui suivent son explosion au plus haut niveau en 2020, Hugo Humbert vit une période très difficile. La crise sanitaire, l'isolement, les tournois à huis clos. Il sombre dans une dépression et sort du top 100 mondial. Ce que le public ne voit pas, c'est le combat intérieur qu'il mène sur le terrain. Chaque émotion devient une tempête qu'il ne sait pas dompter. Et ce qu'on qualifie d'émotivité devient une charge à porter, un poids de plus à gérer en pleine compétition. Mais au lieu de fuir cette part de lui-même, il choisit de l'apprivoiser. Il entame un vrai travail avec une psychologue. Il met des mots sur ce qu'il ressent, accepte sa sensibilité comme une donnée de base, un point de départ. Et petit à petit, il transforme cette fragilité en une arme. Ce travail, ce parcours, il le raconte dans le podcast sur le tennis du magazine L'équipe Air Open. J'ai eu beaucoup de mal à me trouver. Je me cherchais beaucoup parce qu'on a eu beaucoup d'idées fixes quand j'étais jeune, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, je suis très émotif. Et quand j'étais jeune, on m'a toujours dit que ça pouvait pas coller avec le haut niveau. Donc moi, je cherchais à me couper de toutes mes émotions, à être quelqu'un d'assez calme, d'assez froid sur le terrain. Et en fait, ça va pas du tout avec ma personnalité. Et ça m'a vraiment dérangé. Si j'ai peut-être un message, un truc que j'aimerais faire passer, c'est que l'hypersensibilité, c'est possible avec le haut niveau. On peut faire de grandes choses, malgré qu'on ait des émotions. Ça m'a toujours perturbé quand j'étais jeune. Je me suis dit, jusqu'à je pense 19-20 ans, et encore là, récemment, je croyais que c'était pas possible. Donc, le fait d'accepter cette partie qui est là et qui restera toujours, fait que sur le terrain, j'arrive à me mettre dans des états comme ça, c'est incroyable. Mais ce que nous montre Hugo Humbert, c'est que l'exigence du sport de haut niveau n'est pas incompatible avec une grande sensibilité. Au contraire, elle peut devenir un levier de performance à condition de ne pas la nier. La réussite ne passe pas forcément par le contrôle froid, l'effacement des émotions. Elle passe par la connaissance de soi et parfois par la musique, qui chez lui est un vrai refuge, il s'est confié. C'est elle qui l'aide à entrer dans une forme de transe avant les matchs décisifs. Bénédicte Vassart, pourquoi l'hypersensibilité est-elle si difficile à accepter dans des milieux compétitifs, là le sport en l'occurrence, mais même dans d'autres milieux? Déjà, on parle d'émotions. Et les émotions, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, elles ont très peu leur place, que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde du sport. Effectivement, on demande aux gens d'être dans le contrôle, ce qui est totalement impossible. On ne peut pas être dans le contrôle, on peut être dans la maîtrise. Mais nos émotions, en fait, c'est de la chimie, c'est de la neurochimie. Donc les émotions, elles nous traversent avant même qu'on en ait conscience. Ce sur quoi on peut travailler, c'est la réaction qu'on a à l'émotion. Mais c'est pas l'émotion en elle-même. Donc
Donc clairement, aujourd'hui, je pense que ce qui est difficile pour les hypersensibles notamment, c'est effectivement de vivre leurs émotions avec plus d'intensité dans une société qui elle-même, qui est normosensible et qui a des émotions, mais qui du coup les met de côté. Est-ce que vous conseillez justement aujourd'hui les parents, que vous disent-ils justement, et comment mettre des mots même quand on est tout petit, justement, sur ses émotions, parce qu'on sait que quand on a du mal à gérer ses émotions quand on est tout petit, eh bien, très souvent, ça nous poursuit un petit peu une bonne partie de notre vie d'adulte, voire toute la vie. C'est d'accompagner ces enfants. Donc peut-être déjà en tant qu'adulte, prendre le temps. Moi, c'est un exercice que je demande souvent aux gens, adultes, enfants, c'est de se poser ces questions-là. Le ça va, comment tu vas, c'est d'essayer d'y répondre en y mettant de plus en plus de nuances quelque part. Au lieu de répondre ça va et toi ou même et toi, c'est dire aujourd'hui comment je me sens, là maintenant comment je me sens. Est-ce que je me sens fatiguée et du coup plutôt d'humeur un peu chafouine, ou est-ce que je suis de bonne humeur mais fatiguée, mais du coup est-ce que je suis dans une certaine mélancolie? Est-ce que je suis dans de la nostalgie? Est-ce que je suis dans de la joie? C'est d'aller trouver les nuances avec les enfants. Et il y a plein de livres, hein, j'ai pas forcément de référence, mais tous les livres dans lesquels on a des émotions qui s'expriment, et notamment aussi le Pixar est excellent pour comprendre les émotions de base, c'est déjà apprendre aux enfants la palette de couleurs, la palette avec laquelle ils peuvent jouer, et pas que les couleurs primaires. Il y a énormément d'émotions, et plus on va leur donner la capacité de reconnaître leurs émotions, les nommer, de savoir qu'est-ce qu'elles font dans mon corps, qu'est-ce qu'elles font dans ma tête, où est-ce que ça se situe, plus finalement, en fait, l'enfant va être en capacité de normaliser aussi ses sensations. Il y en a deux, justement, Bénédicte, Pixar, sur les émotions. J'ai lu le deuxième assez récemment. C'est un outil, justement, assez puissant pour que les tout-petits comprennent. Même les adultes. Alors moi, oui, de toute façon, il y a toujours plusieurs grilles de lecture sur les dessins animés ou sur les films d'animation. Le premier, je l'ai beaucoup aimé. Le deuxième, je suis un peu restée sur ma faim, mais il a l'intérêt de nous initier aux émotions secondaires, donc de montrer justement les nuances, de montrer que les émotions, c'est un champ qui est immense et dans lequel finalement on a plein de choses à comprendre et à découvrir. Donc évidemment, en fait, ces outils, ces films, ils sont pertinents. Et il y a plein de choses très justes. Et clairement, on peut apprendre beaucoup de choses à nos enfants, mais on peut aussi apprendre, nous, en tant qu'adultes, avec notre grille de lecture du film, à comprendre mieux nos propres émotions. Plus on va accepter nos émotions en tant que parents, plus on va être en capacité de dire, t'as vu, là, je suis en colère, mais du coup, c'est pas la fin du monde, ou là, j'ai un peu peur, mais tu vois, en fait, on va y aller, etc. Plus on normalise nos émotions au sein de la famille, plus l'enfant va se sentir légitime à exprimer aussi ses émotions, à sa manière. Et Bénédicte, est-ce qu'un hypersensible doit nécessairement consulter ou est-ce qu'il peut faire sans ? Il peut faire sans. Je pense qu'aujourd'hui, on commence aussi à avoir pas mal de littérature. Maintenant, je dirais que la petite chose qui peut nous dire est-ce que je dois consulter ou pas, c'est si on se sent pas bien. Et notamment, l'hypersensibilité est aussi un terreau à l'anxiété. Parce que comme on ressent beaucoup de choses que le monde parfois invalide, on se dit qu'on a un problème et ça peut être générateur d'anxiété. Donc, à partir du moment où on a de l'anxiété ou si on a envie de mieux comprendre, mieux se connaître, effectivement, l'apport d'un tiers neutre et qui connaît ce champ dans sa complexité peut être quand même intéressant. Et clairement, un hypersensible qui a juste besoin de mieux comprendre et d'avoir des clés de lecture, il ne va pas rester un an à consulter un thérapeute. Peut-être que 2-3 séances vont suffire. S'il y a un trouble anxieux, s'il y a d'autres difficultés associées, comme c'est vrai que des fois aussi, il y a des problématiques d'attachement liées à une insécurité, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais quoi qu'il en soit, c'est son équilibre. Quand on sent que notre équilibre est mis à mal, ça peut être intéressant de consulter pour un hypersensible comme pour une autre personne d'ailleurs. Mais l'hypersensible peut en avoir peut-être un peu plus besoin. Bénédicte, comment on fait de cette hypersensibilité un atout, une force? Et est-ce qu'on peut le faire malgré soi ou justement là aussi il faut se faire accompagner? Malgré soi, c'est difficile, je dirais. Je pense que c'est vraiment une façon de percevoir. Et ça, les choix qu'on va faire, c'est-à-dire je perçois mon hypersensibilité comme un problème ou je la perçois comme quelque chose de neutre ou de positif, c'est quand même un choix qu'on peut faire. C'est un choix et qu'il va falloir travailler parce que si on nous l'a toujours montré comme quelque chose de négatif, ça va être difficile, mais on peut reprogrammer notre cerveau et notre façon de percevoir les choses. Donc, très clairement, c'est quelque chose qu'on peut faire par soi-même.
comment le faire? Déjà, en essayant de comprendre quel type d'hypersensible on est. Parce que, comme moi je vous disais, il y a la partie sensitive, la partie émotionnelle, la partie aussi avec les idées, notre façon de penser. On coche pas forcément toutes les cases et on va en cocher peut-être certaines plus que d'autres. Et peut-être en fonction aussi de notre environnement, on va exprimer notre hypersensibilité de façon plus forte. C'est-à-dire que dans un environnement où on est en insécurité, peut-être qu'on va se sentir d'autant plus hypersensible. Donc pour moi, vraiment, c'est apprendre à se connaître, apprendre à s'observer, à observer nos réactions, et puis au fur et à mesure, voir aussi tout le côté positif en fait qu'apporte notre hypersensibilité, et en même temps faire un travail. C'est vrai que dans mon livre, je propose un test pour essayer de mieux comprendre quel type d'hypersensible on est, et après tout un tas d'exercices qui permet de mettre en avant des points positifs, des petites difficultés avec des exercices sur lesquels on peut en fait s'améliorer au fur et à mesure, et puis aussi au fur et à mesure communiquer avec les autres. Plus on va expliquer à l'autre comment on fonctionne, et ça c'est valable pour les hypersensibles et pour tout le monde, plus on explique à l'autre comment on fonctionne, plus en fait on facilite la relation, plus on facilite la communication, et mieux on se sent dans la relation et donc dans le monde et donc avec soi-même finalement. Et on peut faire travailler le petit frère, la petite sœur, s'ils sont tout petits. On peut mettre tout le monde autour de la table et en faire un jeu, ouais. Ouais, je pense que c'est une super bonne idée parce que sensible, moins sensible dans une fratrie, jouer ensemble, en parler ensemble, ça permet de mettre des mots, mais aussi d'identifier nos points communs, nos différences, et du coup d'être dans cette compréhension de l'autre et de comprendre dès le plus jeune âge qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière et que ce qui nous semble, nous, notre réalité, est pas exactement la même que celle de notre petit frère, que celle de notre grande sœur, ou même que celle de nos parents, parce qu'on n'a pas le même vécu, hypersensible ou pas. Donc oui, c'est une super idée de le travailler, et en plus, ça stigmatise pas celui qui est hypersensible en mode « toi, tu dois faire des choses en plus, toi, il faut que tu travailles, ou il faut que tu fasses des choses différentes ». Non, là encore, on est dans une famille, on fonctionne ensemble, on normalise. Merci infiniment Bénédicte, merci pour cette demi-heure, merci pour toutes ces infos, merci pour votre témoignage et tous vos conseils. Je rappelle que vous êtes psychologue, conférencière, coach, ancienne RH, auteur de Mon hypersensibilité, une force insoupçonnée. C'est aux éditions Vibert. Et puis je renvoie également aussi sur votre podcast très intéressant, Passage insolite, c'est sur toutes les plateformes de téléchargement. Alix, on se retrouve demain. À demain. Pour parler d'une nouvelle initiative, d'un nouveau thème. Ciao, excellente journée.